Parfois, tout revient au détour d'une vitrine, le tintement de la caisse, l'odeur du tissu neuf, la voix familière d'une vendeuse derrière son comptoir en verre. Dans la France des années 60 à 80, faire les magasins n'était pas un acte banal. C'était un vrai rituel, un moment à vivre, à sentir. On ne faisait pas que choisir des objets, on montait des étages comme on traverse des rêves, on effleurait les matières, on humait les parfums, on se perdait dans les rayons. Chaque grand magasin avait son âme et chacun portait en lui une partie de la nôtre. Le printemps, sur le boulevard Haussmann, avec ses vitrines féeriques qui attiraient le regard comme un écran de télévision, n'était pas un simple magasin, c'était un monde à part. On y entrait avec la sensation de changer de dimension, un étage pour les jouets, un autre pour les appareils électroménagers, puis les robes légères que maman caressait du bout des doigts, même si elle savait qu'elle ne les achèterait pas. Tout y brillait, tout bruissait, tout semblait nouveau, raffiné, presque trop beau pour nous. On y allait sans rien vouloir vraiment, juste pour le plaisir de regarder, de toucher les boutons d'un poste radio, de respirer l'air parfumé du rayon cosmétique, de se voir dans les glaces comme dans une scène de film. Le printemps, c'était Paris en miniature, bruyant, élégant, inaccessible, et donc irrésistible. Et quand papa disait enfin « choisis ce que tu veux », c'était comme gagner au loto de l'enfance. À cette époque, on ne prenait pas une photo. On la préparait, on la capturait et puis on l'attendait. Un appareil Kodak chargé de pellicules, 24 ou 36 poses, chaque cliché comptait comme une promesse figée. Papa en faisait 3 d'affilée au cas où, maman nous disait de ne pas cligner, et on finissait toujours par bouger. Puis venait le temps de l'attente, une semaine, parfois plus, et le jour venu, au comptoir du photographe, on ouvrait l'enveloppe jaune avec un mélange d'excitation et de crainte. Certaines photos étaient floues, d'autres coupaient des têtes ou captaient un doigt devant l'objectif, mais une seule suffisait. Celle qu'on glissait dans l'album, avec une date écrite au stylo, un cœur dessiné dans le coin. Ces images sentaient l'instant, l'argentique, le vrai, et aujourd'hui encore, elles ont cette odeur d'éternité qu'aucun écran ne peut reproduire. Quand la fête foraine s'installait dans notre ville, c'était comme si le monde entier se mettait à tournoyer avec elle. Avant même de voir les lumières, on reconnaissait l'odeur sucrée de la barbe à papa, le bruit des manèges, les cris des enfants en haut de la grande roue. On y allait en bande, les poches pleines de pièces, le cœur serré d'excitation. Il y avait les stands de tir, la chenille bruyante, les autos tamponneuses où on riait en se cognant, où parfois, sans le dire, on se frôlait la main. Mais le plus magique, c'était ce moment suspendu dans la grande roue quand la nacelle s'arrêtait tout en haut et que, pendant quelques secondes, on avait l'impression que tout Paris nous appartenait. Et si quelqu'un posait doucement sa main sur la tienne, alors c'était de l'amour. Peu, être pas pour la vie, mais pour un tour. Et c'était déjà beaucoup. Monoprix, c'était le magasin qu'on ne prévoyait pas toujours, mais dans lequel on entrait presque naturellement. On y allait pour un pain de savon, une paire de chaussettes ou un paquet de biscuits, et on en sortait toujours avec un petit quelque chose en plus. L'hiver, les rayons s'emplissaient de décorations de Noël, de papier d'emballage et de chocolat poulain qu'on espérait secrètement glisser dans le chariot. Maman frottait du bout des doigts les draps exposés pour tester la qualité pendant que nous courions entre les allées, jouant avec les paniers à roulettes. Monoprix sentait le propre, le quotidien et les samedis après-midi, quand on rentrait à pied avec ce sac plastique trop fin, mais chargé d'un peu de confort. C'était simple, pas luxueux, mais profondément ancré dans la vie réelle. Acheter un téléviseur chez Boulanger, c'était comme accueillir un invité d'honneur à la maison.
On entrait dans le magasin avec cette excitation contenue, entouré de modèles qui brillaient derrière des vitrines transparentes, pendant que papa discutait sérieusement avec un vendeur tiré à 4 épingles. Le choix était difficile, presque solennel. Une fois le carton chargé dans la voiture, tout le monde pressait le pas. Arrivé à la maison, on déballait lentement, comme un rituel. On installait l'antenne, on orientait l'écran, et le soir même, toute la famille était réunie devant les premières images, qu'il s'agisse du journal télévisé ou d'un vieux western. C'était bien plus qu'un achat. C'était une nouvelle façon de vivre ensemble. Les romans photos des magazines comme Nous deux ou Intimité étaient notre cinéma de poche. Chaque page racontait une histoire en quelques clichés, des drames de cœur, des regards fuyants, des lettres oubliées sur un oreiller. On lisait ça en silence. Dans notre chambre, parfois allongée sur le lit, la radio basse en fond. On découpait des scènes qu'on collait dans des carnets secrets, on écrivait des phrases au stylo rouge dans les marges, comme si ces histoires pouvaient aussi devenir les nôtres. Tout y était exagéré, les sentiments trop grands, les gestes trop lents, mais c'était justement cela qui nous touchait. Ces récits étaient nos premières émotions romantiques, feuilletées au rythme d'un cœur adolescent. Aux Galeries Lafayette, on montait les escaliers comme on entre dans un opéra. Les vitrines étaient déjà un spectacle à elles seules, pleines de lumière, de mannequins figés dans des poses parfaites. À l'intérieur, tout semblait si loin de notre quotidien. Les foulards de soie, les parfums alignés comme des soldats, les robes suspendues comme dans un conte de fées. Maman prenait le temps de tout observer, même si on n'achetait rien. On marchait doucement, presque religieusement, et chaque étage était un monde en soi. Même avec un simple sachet en papier, on sortait de là un peu changé. Parce que là, bas, le luxe n'était pas seulement à vendre, il était aussi à admirer. Partir en colonie, c'était plonger dans un monde parallèle, fait de dortoirs bruyants, de chansons autour du feu et de cartes postales tremblantes. On préparait sa valise des jours à l'avance, avec des étiquettes cousues à la main sur chaque vêtement. On écrivait à la maison dès les premiers jours. Tout va bien, j'ai fait du canoë. Bisous. Mais derrière ces lignes, il y avait l'apprentissage de l'autonomie, les premières amitiés qui semblaient éternelles, et parfois même une amourette sous les étoiles. Les moniteurs nous guidaient sans trop d'autorité, comme des grands cousins qu'on admirait. Et la dernière nuit, on pleurait tous, sans vraiment savoir pourquoi. Peut être parce que c'était fini, peut être parce qu'on avait grandi. Des Vred, c'était l'endroit où l'on allait chercher non pas un vêtement, mais une stature, l'odeur du tissu neuf, les cintres bien alignés, les vendeurs à l'allure impeccable, tout respirait le sérieux. Quand on y entrait avec son père, on savait qu'on n'était plus tout à fait un enfant. On essayait des costumes, on ajustait les épaules, on écoutait en silence pendant qu'on nous expliquait les différences entre laine froide et tergale. La première veste, on la portait le dimanche, parfois même sans sortir, juste pour sentir ce que ça faisait d'être respecté. Et même si les manches étaient un peu longues, on se regardait dans la glace et on se disait « ça y est, j'y suis ». Darty, c'était le magasin du futur. Dès l'entrée, on entendait les bips, on voyait les voyants rouges, les postes radio qui jouaient en boucle. C'était un monde où tout brillait, où chaque objet avait un bouton, une promesse. Papa faisait semblant de ne pas être impressionné, mais on voyait bien qu'il rêvait d'un magnétoscope. Les vendeurs parlaient de puissance, de haute fidélité, et nous, on ne comprenait pas tout, mais on trouvait ça magique. Quand enfin on repartait avec une boîte sous le bras, on avait l'impression de rentrer avec un morceau de science-fiction dans la voiture. Et à la maison, tout changeait, un peu. Chez André, on entrait en enfant et on sortait un peu plus adulte.
C'était l'odeur du cuir neuf, la moquette épaisse, les boîtes empilées en silence, et ce moment solennel où le vendeur s'accroupissait pour lasser les souliers. Maman disait toujours « On ne fait que regarder », mais on savait qu'aujourd'hui, peut-être, ce serait pour de vrai. On essayait, on marchait un peu, maladroitement, les chevilles raides, le cœur battant. Et quand on sortait du magasin, les nouvelles chaussures bien serrées, chaque pas semblait dire « Regardez-moi, j'ai changé ». Ce n'était pas juste une paire de chaussures, c'était un cap, une fierté. Conforama, c'était un décor grandeur nature. Pas un magasin, mais une collection de petits salons, de coins repas, de chambres rangées comme dans les catalogues. On s'y promenait à pas lents, comme dans un rêve accessible. Papa s'asseyait sur chaque canapé, évaluait les ressorts. Maman testait les rideaux entre deux doigts. Et nous, on s'imaginait déjà vivre là, sur ce lit à tiroirs, sous cette lampe jaune, avec cette table qu'on aurait remplie de dessins. Parfois, on repartait avec un tapis, une lampe de chevet ou un tabouret, et ce petit objet, chez nous, suffisait à faire croire qu'on avait changé de vie. Nos vêtements disaient tout haut ce qu'on ne savait pas encore exprimer. On transformait nos vestes, on cousait des patchs, on écrivait à la peinture « Non au nucléaire, liberté, nos futurs ». Les coudes étaient rapiécés, les ourlets mal faits, mais tout venait de nous. Parfois, c'était maman qui recousait en râlant, parfois c'était nous, seuls, le soir, à piquer avec maladresse. On cherchait dans les marchés, on chinait, on mélangeait, on inventait. Ce n'était pas joli, mais c'était sincère. Et même si on se faisait remarquer dans la cour, on savait qu'au moins on n'était pas comme les autres. On était soi. À la MJC, il n'y avait ni carnet de notes, ni règle d'or. Juste un canapé usé, une guitare bancale, un baby-foot, une radio qui jouait trop fort. C'était le royaume de l'à peu près, de l'essai, de l'erreur. On y allait pour traîner, pour parler, pour rêver. Il y avait des ateliers théâtre, des débats improvisés, des dessins punaisés sur les murs, des chansons qu'on criait à plusieurs. Les animateurs étaient plus grands que nous, mais pas trop, assez pour nous comprendre. Là-bas, on avait le droit d'être bizarre, d'être bruyant, d'être en silence. Et pour beaucoup, c'était la première fois qu'on avait un endroit rien qu'à nous. Prise unique, c'était le bruit des caddies, le crissement des semelles sur le carrelage blanc et l'odeur mêlée des savons, des biscuits, du plastique. On y allait le samedi matin avec une liste froissée et un budget serré. Maman calculait tout dans sa tête, papa râlait sur les prix. Nous, on essayait de glisser en douce un paquet de bonbons dans le chariot. Il y avait les cahiers pour la rentrée, les casseroles en promo, les pyjamas qu'on essayait sur le pull. C'était ni beau, ni glamour. Mais c'était la vraie vie. Et en sortant, avec le sac trop lourd qui coupait la main, on savait qu'on avait acheté un peu plus que des choses. On avait rechargé la maison. Si l'une de ces scènes t'a fait sourire ou t'a piqué le cœur, alors c'est qu'elle est encore là, quelque part en toi. Dans un tiroir, une odeur, un bruit de pas sur du lino. Merci d'avoir marché avec nous dans ce passé ordinaire, mais pas banal. Abonne-toi si tu veux y retourner encore. Et raconte-nous, quelle était ta scène à toi? Celle qu'on a oubliée, mais que toi, tu n'as jamais vraiment laissé partir.